Nous sommes le jeudi 5 juin 2025, ici Danick Julien. Voici votre bulletin d'information qui couvre la région de Portneuf. Info, c'est JSR. La ville de Saint-Raymond devra toucher ses 2 barrages de la rivière Sainte-Anne pour prévenir des inondations. On revient sur la rencontre hier. Le Festival de l'inclusion sociale aura lieu ce week-end à Saint-Marc-des-Carrières. Mégui Perron nous en parlera. Christine Brochu, auteure de la région, lance son livre Punk Rouge ce week-end. Elle est venue en studio. Et finalement, on parle de la saison estivale du Moulin Marcoux, la saison qui a été lancée la semaine dernière. Philippe Papillon a capté le lancement. Bonne émission tout le monde! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 21 mai dernier, la ville de Saint-Raymond procédait à une soirée d'information concernant les développements qui touchent la rivière Sainte-Anne en matière de prévention des risques d'inondation. Le but, c'était d'informer la population sur ce qui a été fait et ce qui est prévu de faire à l'avenir. On entend Claude Duplain, maire. Pour faire un résumé, tout a commencé en 2014 où le Conseil a décidé, avec l'Université Laval, de commencer à faire les études qui se sont prolongées pendant des années. Plusieurs interventions ont été annoncées. Nous sommes allés chercher au-delà de 5,5 millions pour faire des travaux qui ont fini. Là, on a fini tout le 5,5 millions. Et on travaille encore avec le préfet. La ministre nous a donner une lettre d'intention pour embarquer encore pour un autre 10 millions sur des projets qu'on aura à faire. 12 interventions majeures ont été réalisées sur la rivière Sainte-Anne. On parle par exemple du dragage du réservoir alentour du barrage de Saint-Raymond, de la mise à niveau des digues existantes et d'opérations qui ont visé à réduire l'accumulation de fragiles. Simon Bélanger, géomorphologue de Synergis, était présent lors de la rencontre. Le voici à propos de l'impact du fragile. Donc, un petit rappel, à Saint-Raymond, la plupart des inondations sont causées par des embâcles, notamment des embâcles qui sont surtout induites par la glace, oui, mais particulièrement par un type de glace qu'on appelle le frasile, ou le frasi, si vous voulez. Donc, c'est en quelque sorte un genre de slush avec des plaquettes ou des aiguilles de glace. Donc, ça, c'est vraiment la cause principale. Il y a environ 400 000 tonnes de glace qui transitent par le centre-ville, par le tronçon voisin du centre-ville. Et ce tronçon-là est capable d'en stocker autour de 100-120 000 tonnes, donc à peu près le quart, sans trop causer de problème. Évidemment, on focus surtout sur cette problématique-là parce qu'elle est plus fréquente. Puis en même temps, comme il est mentionné, les inondations qui sont créées par les embâcles sont plus subites, donc sont encore plus à risque. Donc, ce qu'on voit sur la photo, là, la date est bonne, c'est le 15 novembre 2018. C'est très tôt en saison, donc il a fait très froid. Le frasier est produit quand l'eau est très froide dans les rapides. L'eau n'a pas le temps de geler, puis elle est en mouvement, puis elle a tendance à former ce type de matériaux-là. Une des premières choses qui a été mise en œuvre, c'est l'affaiblissement préventif du couvert de glace. Ça avait commencé en 2013. Donc, il y a des excavatrices de différents types, puis il y a des pelles excavatrices amphibies. Celle-ci, c'est la pelle araignée qu'on appelle, qui sont utilisées. Les objectifs, c'est de réduire l'intégrité du couvert de glace, faciliter évidemment l'évacuation de l'eau, puis évacuer le plus tôt possible
la glace lorsqu'il y a une débâcle qui peut survenir le printemps la plupart du temps, mais pas uniquement, comme on l'a vu dernièrement, il y en a souvent, même durant l'hiver ou même au début de l'hiver. Donc, il y a un câble qui a été mis en place dans la rivière pour capter le frasis. Donc, les objectifs, retenir le frasis pour accélérer la formation du couvert de glace. Évidemment, réduire les quantités de ce matériel-là, de ce frasis qui transite, puis il s'en va vers le centre-ville qui est 18 km plus en aval parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour l'arrêter entre les deux. Et également, ça ralentit la progression des trains de glace. Le gouvernement a investi plusieurs millions de dollars pour réduire les risques d'inondation à Saint-Raymond de Portneuf. Monsieur Claude Beaulieu, ingénieur hydraulicien senior et directeur du projet, explique pourquoi la prévention a été priorisée dans le cas de Saint-Raymond. Juste un petit rappel. Alors, il y a eu, on a parlé tantôt de DMA, les dommages moyens annuels, alors de l'ordre de 1,4 million annuellement. Donc, le ministère de la Sécurité publique a évalué que ça valait la peine d'investir pendant 20 ans l'équivalent de 1,4 million, par exemple, pour se donner un budget. Donc, ça valait la peine sur le plan financier pour les autorités d'investir à la hauteur de 25 millions pour réduire les risques. Alors, vous voyez ce qui s'est passé avec les 6 premiers millions. Alors, en utilisant cet outil-là, le DMA, et en utilisant cette plage ou cette série de mesures-là, on a toujours travaillé à prioriser une activité après l'autre. Il s'agissait donc de protéger le plus grand nombre de personnes, par exemple en refaisant la digue à tel moment ou telle grandeur. On peut retravailler sur les digues, mais si on retravaille sur toutes les digues, on va dépenser des fortunes pour protéger quelques personnes, alors qu'on vise à protéger des sections de municipalités. Donc, le plus grand nombre d'usagers possible. C'est pour cette raison-là qu'on s'est attaqué principalement sur la cause des inondations. On a travaillé vraiment sur la rivière, on a appris à la connaître, on a essayé de travailler avec la nature. C'est pour ça que les techniques, puis ce que vous voyez, alors c'est quelque chose qui s'approche en priorité de la nature. Et après ça, vous allez voir qu'on va migrer puis on va s'attarder à voir si on est capable de recycler ce qui existe comme infrastructure. Pour les travaux à venir, les 2 barrages de la rivière Sainte-Anne à proximité du centre-ville de Saint-Raymond seront étudiés. Selon M. Beaulieu, les 2 barrages doivent demeurer en place et donc doivent être mis à jour. Alors, c'est l'élément principal qui a été identifié dans la subvention venant du PRAFI, venant du ministère des Affaires municipales. Alors, le ministère des Affaires municipales a réservé une enveloppe de l'ordre de 8 millions de dollars en travaux, mais auparavant, on a des études à faire. On en a pour 2,3 millions à faire des études, la conception, plan de vie, un nouveau mode de gestion de ce barrage-là et toutes les autorisations que ça suppose. En même temps, il y a des petits travaux à faire là, de sécurisation en attendant de procéder aux grosses œuvres. Alors, donc, le barrage de Chute-Panay, qui est maintenant désuet, on a démontré déjà dans les études que si on le démolit sans le reconstruire, ça augmenterait les risques d'inondation. Alors, il est facile de comprendre que si vous rabattez le niveau d'eau à partir du barrage de Chute-Panay, vous allez rabattre le niveau d'eau au niveau du centre-ville. Il y a 6 hauts fonds qui vont apparaître. Et si on laisse ça en permanence, alors vous comprenez que la glace va venir se prendre dans ça plus facilement. Alors, on a enlevé les caissons de drave, c'était pour permettre à la glace de circuler plus facilement. Bien, si on rabat le barrage de Chute-Panay, on va recréer des obstacles à la libre circulation de la glace. Donc, on ne peut pas le démolir et le rabattre tout simplement comme ça. Sa reconstruction doit être faite au plus tard en 2028. Et on envisage donc d'utiliser des seuils gonflables pour faciliter donc la modification des niveaux d'eau et évacuer plus d'eau vers l'aval. Alors, le barrage, le ministère de l'Environnement a signalé en 2023-2024 à la ville de Saint-Raymond que son ouvrage était en fin de vie utile. Alors, les analyses préliminaires qu'on a faites avec les ingénieurs du ministère, alors, on est arrivé à la conclusion que sa démolition sans réaménagement augmenterait les risques d'inondation. Alors, toutes les études, les calculs l'ont démontré, ça a été déposé auprès du ministère et des discussions sont en cours entre la Ville et la Direction générale des barrages pour voir quelle orientation le projet peut prendre.
Lors de la rencontre, une période de questions a eu lieu à la fin de la présentation pour rassurer et informer les citoyens concernant les divers points présentés. On reste dans le dossier Rivière. Dimanche dernier, 1er juin, M. Richard Jobin, en collaboration avec la ville de Saint-Raymond, a lancé son livre historique des inondations de Saint-Raymond et de l'évolution de la rivière Sainte-Anne. Voici quelques images de ce lancement suivi d'une entrevue que j'ai réalisée aujourd'hui avec M. Jobin un peu plus tôt ce matin. Puis, avec l'aide de Philippe Dufour, qui est le directeur de la CAPSA également, on a travaillé à la confection de 3 panneaux d'interprétation et de 18 pastilles de repères de niveau d'eau qui ont été atteints en 1924 et en 2014. Vous avez décidé de décrire ce livre-là, historique des inondations? Bon, ça a parti au départ. Dans le comité Rivière, on a un membre qui avait observé dans un voyage en Europe qu'il y avait des pastilles de niveau atteint, là, qui étaient situées un peu à différentes places dans les villages. Et puis ça a parti de ça. Fait qu'on a décidé lors d'une réunion de faire des panneaux d'interprétation. Fait qu'on avait 3 panneaux d'interprétation. Un sur l'ampleur, qui est situé à l'Hôtel de Ville présentement. Un sur la mobilité citoyenne, qui est situé dans le stationnement du casse-croûte Tiwi, sur le bord de la rivière. Et puis l'autre sur le volet historique, qui est situé près du pont Tessier, en bas, près du quai, là, en arrière, qu'on appelait le couvent autrefois. Là. Fait que c'est celui-là sur lequel j'ai travaillé. Fait que c'est à partir de là, quand ça a commencé en 2018, faire des recherches historiques. Vous étiez sur le comité Rivière déjà à l'époque. J'étais sur le comité Rivière qui a été fondé en 2014. Oui. Fait que là, j'ai fait des recherches historiques. Mais là, pour en arriver à produire un panneau, je ne pouvais pas mettre tant de choses que ce que j'avais trouvé sur un panneau. Ça, on ne pouvait pas tout mettre là-dessus. Fait que c'est en 2022 qu'on a installé les panneaux et les pastilles. Et puis à partir de là, je me suis dit, personnellement, je vais documenter un document. C'était pas un livre, c'était un document. À partir des recherches que j'ai faites pour en verser une copie à la Société du patrimoine. Et comme ça, on aura un document complet de l'historique des inondations, mais ce n'est pas seulement l'historique des inondations, c'est autant plus quasiment l'évolution de la rivière au fil du temps. Parce que la rivière, bon, je pars au début de la colonisation de Saint-Raymond, la situation du village, pourquoi le village est situé sur le bord de la rivière, et puis après ça, les industries qu'il y a eu le long de la rivière, et puis les ponts. Les ponts qui ont été associés beaucoup à la rivière parce que les ponts, ça a été les premières grosses dépenses municipales, les premiers gros contrats municipaux ou objectifs municipaux, c'était la construction des ponts. Fait qu'on en parle, puis les ponts ont une incidence sur la rivière. Direct sur les inondations, c'est vrai. En tout cas, on pourrait toujours parler peut-être celui du chemin de fer. Là. Ouais. Lui du chemin de fer, qui a été construit en 1884, je ne me rappelle plus trop la date. Fait qu'ils ont fait 2 remblais chaque côté de la rivière pour faire un pont de longueur plus réduite un peu. Fait qu'à l'inondation de 1924, il y a eu des protestations parce que c'était une des grosses inondations qu'on voit au 100 ans. Fait que suite à des recommandations de la ville et aux compagnies de chemin de fer, ils ont dû défaire la section du côté sud, qui était un remblai de terre, pour la remplacer par une section sur pilotis qui peut laisser passer l'eau à travers. Fait que ça donne un peu une idée de l'impact des ponts sur l'infrastructure de la rivière. Après ça, il y a eu des travaux au fil des années. En 1953, ils ont enlevé les îles Quentin. En 1960, ils ont fait d'autres travaux à la jonction des 2 rivières, Saint-Onne et Bras-du-Nord. Après ça, ils en ont fait sur la Saint-Onne, dans le centre-ville.
ils ont enlevé des îles, en tout cas. Fait que c'est autant l'évolution de la rivière que le nombre d'inondations qu'il y a eu. Fait que tout ça, ben, ça faisait un document écrit sans photo, là, d'une vingtaine de pages à peu près. Et puis ça, ben, après ça, lors d'une autre réunion, en 2024, le comité rivière, on dit qu'il faudrait bien faire quelque chose pour nos 10e anniversaire du comité. Fait que j'ai proposé de verser le contenu de mes renseignements, mes informations. Et puis, ça a été retenu comme projet. Fait que là, au lieu de faire juste un document, ben, j'ai décidé de me rendre à produire un livre. Fait que c'est de là, de 24, on n'a pas été capable de le produire l'année exacte du 10e anniversaire. Oui. Parce que j'ai continué des recherches avec les délibérations de la Ville. Pour commencer, il faut dire que la Ville a embarqué dans le projet du comité rivière pour le subventionner. Moi, je donne mes droits d'auteur pour le livre. Je ne charge rien pour ça, c'est un titre bénévole. Mais la Ville s'occupe, elle, du volet édition. Oui. Édition et la vente. Et puis, j'ai un contrat avec la Ville à ce sujet-là. Je garde mes droits d'auteur, mais eux autres ont pleine liberté sur l'édition et la vente du produit. D'ailleurs, il n'est pas prévu de faire de profit. Là, je vois que les profits, s'il y en a, vont directement à la Société du patrimoine. Et au comité rivière. Et au comité rivière. C'est sûr, les profits, ben, je ne suis pas sûr qu'ils ne devraient pas être énormes parce qu'au coût que le livre coûte et au prix qu'ils le vendent, un prix bien abordable. Oui, 20 $. Là, 20 pour ce livre-là. taxes compris. C'est bien abordable pour le prix qu'il nous a coûté à la Ville. Fait que je pense pas que les profits vont être énormes. Là. En tout cas, votre lancement a eu lieu dimanche. Le 1er juin. Plus d'une centaine de personnes qui étaient là. D'ailleurs, un nombre de livres assez important qui a été vendu directement au lancement. Là. Oui, c'est ça. On avait au-delà de 100 personnes parce qu'on avait... il y avait des chaises pour... il y avait 118 chaises, et puis il y en a qui étaient debout. Fait qu'il y avait une bonne assistance. Oui. Dans le livre d'or, ben, j'avais 98 signatures. Il y en a plusieurs, pas tout le monde qui a signé non plus. Là. Puis vous avez vendu combien de livres cette journée-là? Bien, on m'a dit qu'ils en étaient vendus 97 la journée même. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui étaient en couple. Et puis Puis là, il est possible d'ailleurs d'aller à l'hôtel de ville pour s'en procurer. C'est ça, exactement. La vente se fait uniquement à l'hôtel de ville pour le moment. Moi, j'aimerais savoir, M. Jobin, dans vos recherches, bon, vous avez dénombré, parce que vous avez, on voit toutes les références que vous avez pris. Ça peut être des articles de presse, ça peut être des documents de M. Claude Huot. Des documents d'archives. Documents d'archives. Il y a beaucoup de documents d'archives de la Société du patrimoine. Avec toutes ces informations-là, avez-vous dénombré un nombre d'inondations? Est-ce qu'on sait à peu près combien il y a eu d'inondations à Saint-Raymond? Ben, disons, il y en avait juste en 1954. Une firme avait fait l'étude. Là, le nombre exact, je ne me rappelle pas. Mais on peut dire au-delà de 70, là, assurés. Là. Puis c'est ça. Il y a des inondations en eau libre. Il y en a avec des embacs de glace. Il y en a par embacs de résidus, là, d'éboulement. Fait qu'il y a différents types d'embacs. Une des grosses inondations, c'était celle de 1924. Oui. Et puis après ça, récemment, c'est celle de 2014. Oui. Et puis nos repères de crues, on a 18 pastilles de repères de crues qu'on a placées un peu partout dans le village. La plupart, c'est de 2014. Parce que 2014, ce qui a bien fait, c'est que l'eau a monté. On a eu jusqu'au pied de la Côte-Joyeuse pour situer où ça peut avoir monté. Il y en a eu dans le Provigo à l'époque. Et puis, dans la nuit, ça a gelé. Fait que ça a tout laissé le niveau d'eau atteint. On voyait la trace des niveaux d'eau atteints. Fait qu'on a pris des photos partout. Et puis, c'est à partir de ces photos-là qu'on a pu situer les repères et identifier le niveau atteint.
si on, comme j'avais invité lors de la présentation, juste autour du centre multifonctionnel, il y en a 5 repères de crues qui sont tout près. Le plus impressionnant, c'est celui en arrière de l'hôtel de ville. À côté de la caserne. À côté de la caserne. L'ancienne caserne de pompiers, ouais. Le garage municipal. Parce qu'en passant, la caserne, il y avait eu de l'eau jusqu'à la poignée de porte d'entrée. Oh mon Dieu. Ça fait à peu près 3 pieds d'eau à l'intérieur de la caserne. Oui, mais cette pastille-là est plus grande que moi. Oui, c'est ça. Et puis, il y en a une autre pastille en avant de l'hôtel de ville, où il y a le panneau de l'ampleur qui est situé au-dessus, en façade de l'hôtel de ville. La pastille indique que l'eau a monté au milieu des fenêtres du sous-sol. Les fenêtres sont séparées comme en deux. Là. Il y a un barreau, ça a monté jusqu'à ce barreau-là au milieu. Là. Fait que la salle du sous-sol, l'hôtel de ville, a été remplie d'eau jusqu'à, on peut dire, 2 pieds du plafond à peu près. Donc, merci beaucoup pour votre travail. Merci d'avoir été des nôtres, d'ailleurs, pour parler de votre livre. Puis, évidemment, là, c'est quelque chose qui, pour les générations futures, va être très important de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que pour savoir où ça en va, c'est important de voir d'où on vient. Merci, M. Jobin, d'avoir été des nôtres. Plaisir. C'est bien. Au retour de la pause, on revient sur le lancement de la programmation du Moulin Marcoux. Joue-tu encore avec? Ouf, jette-moi ça. Tout ce qu'on jette continue d'exister. Chaque année, nous jetons plus de 6 millions de tonnes de déchets. Pensons à réduire, à réutiliser, pensons à mieux consommer. Le Moulin Marcoux offrira une saison estivale et automnale bien remplie au niveau de l'offre culturelle. En effet, jeudi dernier, lors d'un 5 à 7, Nancy Ramsey, coordonnatrice de la programmation, accompagnée de son équipe, a révélé les artistes qui vont se succéder sur les planches du Moulin Marcoux dans les prochains mois. Tout d'abord, la voici concernant l'histoire de ce bâtiment qui figure à Pont-Rouge depuis les tout débuts. Je vous souhaite la bienvenue au Moulin, notre si chère maison de la culture de Pont-Rouge. Ce lieu chargé d'histoire et d'émotion s'apprête une fois de plus à vibrer au rythme des arts et de la créativité. Ce soir, nous dévoilons une programmation qui, je l'espère, saura vous émerveiller, vous faire rire, réfléchir et surtout vous rassembler. Ce soir, j'ai 2 histoires à vous raconter. D'abord, il était une fois une rivière qui a prêté ses pierres à de bien beaux humains, il y a de ça plus de 150 ans. Ces beaux humains ont érigé un moulin avec pour mission de moudre la farine et nourrir les habitants de la ville de Sainte-Jeanne-de-Neuville, aujourd'hui Pont-Rouge, érigé au bord de la rivière Jacques-Cartier. Ce majestueux moulin, vous allez voir que je l'aime, le moulin. Après avoir fini sa mission de moudre la farine, a eu plusieurs autres missions qui se sont succédées. Et puis, au début des années 70, après plusieurs années d'abandon et de négligence, un comité de citoyens s'est donné pour but de lui redonner vie. Et pendant 3 ans, il a réuni pas moins de 500 bénévoles qui se sont relayés et ont rénové ce magnifique bâtiment avec en tête un projet culturel. Depuis 1973, nous faisons partie de ce projet en tant qu'humains et en tant qu'amoureux de la culture. Il ne faut pas oublier que le Moulin Marcoux est géré par la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, qui s'occupe également du site d'Héry. Hélène Prévost, présidente de l'organisme, a pris la parole. Nous sommes tous engagés bénévolement à contribuer à l'atteinte des objectifs dans le cadre de la mission de l'organisme. Vous savez certainement que la Corporation possède 2 précieux bâtiments historiques classés, soit le Moulin Marcoux, le site patrimonial d'Héry. Je me permets ici de vous lire nos énoncés de mission qui demeurent le phare de nos actions. Donc, la Corporation en tant que telle a la mission sa mission repose sur la mise en valeur et la préservation du patrimoine et de la culture. Elle exerce un rôle de levier pour le développement, la promotion et la diffusion de la culture. Cette mission s'assortit d'un engagement de rendre accessible à tous des lieux vivants habités par la culture et le patrimoine. Le Moulin Marcoux a sa propre mission, donc c'est de cultiver l'intérêt de la population envers les arts par l'organisation et la diffusion d'événements culturels. Et le site patrimonial d'Héry, donc, est une institution muséale qui a pour mission la sauvegarde, la mise en valeur et l'accessibilité de la maison et du site classé,
Elle joue un rôle éducatif en sensibilisant la population à la préservation et à la valorisation du patrimoine naturel, historique, architectural et archéologique du lieu. Parlons maintenant de la programmation. Vous venez de l'entendre, la musique d'ambiance, l'hommage à Sheryl Crow, Winding Road, qui a performé brièvement lors du lancement. Et bon, pour la programmation, beaucoup de noms. Pour en citer que quelques-uns, évidemment, Winding Road, l'hommage à Sheryl Crow, aura lieu le 14 juin. Pascal Picard sera de passage le 17 juillet. L'humoriste Pierre Hébert le 30 juillet, Les Chiens de Ruelle le 22 août, Simon Gouache le 25, Alexandre Barrette le 18 septembre et pour terminer, les Faux Durs, hommage à Plume la Traverse, 26 septembre. Il y a également d'autres noms pour le reste des semaines. Vous pouvez consulter la programmation complète sur le site du Moulin Marcoux. Et en terminant, les bénévoles rendent possible la tenue d'activités culturelles depuis les années 70. Nancy Ramsey, coordonnatrice de la programmation, leur a rendu hommage. Le Moulin Marcoux, c'est ça. C'est bâti à même la pierre et à même les passions. C'est porté par des passionnés et c'est porté par des bénévoles qui font de notre lieu un lieu vivant, habité par les arts et le patrimoine, et surtout par vous. Ces bénévoles gravitent autour du moulin depuis plus de 50 ans. Ils ont transporté de la pierre et ont refait les murs, les planchers. Ils ont construit la salle de spectacle. Ils ont formé des comités de travail. Ils ont réparé, récuré. Ils ont branché, débranché. Ils ont repeint, pelleté, réfléchi, posé le genou par terre, se sont relevés, relayés et soutenus. Ils ont imaginé, créé et nous ont accompagnés. Ils sont eux aussi la pierre et la passion du Moulin Marcoux. Merci les bénévoles. On reste dans le culturel. À la fin du mois, une nouvelle édition du symposium de Cap Santé sera présentée. Celui-ci, ce symposium riche en couleurs, accueille à chaque édition environ 70 artistes. Aubert Tremblay, mon collègue, était sur place. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse annonçant la 23e édition du symposium Cap Santé riche en couleurs. Cette année encore, le symposium Cap Santé riche en couleurs présente une belle brochette d'artistes, 70 en tout. Ils seront regroupés, comme l'an dernier, sur la place de l'église et devant l'église, grâce à l'autorisation de la fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis. Son représentant, le marguillier Michel Bertrand, est d'ailleurs venu souligner ce qu'un événement comme celui-là représente pour la paroisse. Les fidèles sont peut-être de moins en moins nombreux dans nos églises, mais ici, ils ne se tiennent pas très loin non plus. Quelque chose de valeur les retient. Et vous êtes l'un de ces moteurs par le désir de rassemblement, par le déploiement de l'art, de la culture, le rassemblement des familles, des enfants. Bref, ça me fait réfléchir. Et surtout espérer pour la suite, pas juste pour l'avenir du symposium, ou des autres événements importants qui s'y déroulent, pour notre Église elle-même. La présidente d'honneur cette année est l'aquarelliste Céline Proulx de Donnacona. On a présenté un court film sur elle pendant la conférence de presse. Ça fait maintenant plus de 25 ans que je fais de l'aquarelle. Cette belle histoire a commencé avec François Roy, un ami qui m'avait invité à une exposition qu'il y avait à la galerie d'art qu'on avait à Donnacona, la galerie Dinanger. Il y avait une exposition d'aquarellistes et j'ai eu tout de suite la piqûre. Les gens, quand ils viennent me voir, ils veulent mes marguerites. J'ai comme une étiquette marguerite sur moi. Alors, c'est ça, ils ont choisi celle qui représentait plus ce que les gens s'attendaient de moi. Un de ces tableaux sera offert en tirage aux acheteurs des habituels papillons de bois qui sont décorés par les artistes eux-mêmes. Ma mère s'appelait Marguerite. Et j'ai toujours aimé les marguerites depuis que je suis petite. En plus, elle s'appelait Marguerite Papillon. Il faut le faire, là. Alors, j'ai fait des marguerites avec un petit papillon dessus. Oui, ça m'est arrivé. Et je me rappelle aux écureuils, parce que moi, je reste plus dans le secteur des écureuils. Il y a des gens, puis une année,
Bon, un agronome nous a dit que quand c'est comme ça, c'est parce que la terre est pauvre. C'était blanc, on aurait dit que c'était de la neige, mais c'était des marguerites. Alors, j'ai emmené ma mère, j'ai emmené mon père dans le champ de marguerites. On a fait des photos de ma mère dans le champ de marguerites. J'ai même dit à mon père, « Tu n'auras jamais été avec autant de marguerites de ta vie. » Et ici, ça ne représente pas le décor, mais le champ de marguerites m'a fait penser à cet événement-là jadis. Donc, Avant même le symposium, on invite aussi les gens à 2 soirées consacrées à l'art. La première soirée aura lieu le 11 juin. On y présentera 9 sérigraphies de Jean-Paul Ladouceur, inspirées par le poème « La romance du vin » d'Émile Nelligan. Ce sera suivi d'un court récital de 9 chansons, elles-mêmes choisies pour illustrer le poème. La semaine suivante, le 18 juin, Pascale Maté, enseignante en histoire de l'art à l'Université Laval, présentera une conférence sur l'artiste Niki de Saint-Phal. Aubert Tremblay pour CJSR. Raphaël Benoît, qui était des nôtres la semaine passée pour parler du marché public de Saint-Raymond, a reçu le prix Créativité Jeunesse du gouvernement du Québec lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Capitole de Québec. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, M. Mathieu Lacombe, a décerné le prix destiné aux 15-35 ans. Soulignant la capacité de la personne honorée à transformer ses idées en actions concrètes et de façon originale. Raphaël est conseiller municipal de Saint-Léonard-de-Portneuf et musicien à ses heures. Parmi ses initiatives, on compte la création du festival Au Pain, une manifestation consacrée au bien-être, à la culture et au plein air. Non seulement Raphaël a conçu le festival, planifié et réalisé, mais également a démontré son talent d'artiste en offrant un spectacle musical présentant ses propres compositions lors de la première édition de l'année passée. Il a donc reçu une bourse de 1500 $ et un trophée conçu par Julie Potier et Fanny Richter-Lamontagne, tous deux diplômés du baccalauréat en design de produits de l'Université Laval. Alors, Vincent Caron, là, qui était, comme on l'a vu sur la photo, en compagnie de Raphaël. L'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf augmente ses services afin de répondre à la demande de la Société d'habitation du Québec d'augmenter l'aide disponible pour ceux qui cherchent des logements, surtout à l'approche du mois de juillet. Parmi les actions mises en œuvre, l'OMHGP annonce l'extension des heures d'ouverture du service d'aide à la recherche de logement, le SARL, qui est déjà à sa 3e année d'existence. Le 1er juin et le 15 juillet, c'est donc les dates de couverture de ce service étendues. Le service qui est possible grâce à un soutien financier de la SHQ et de la MRC de Portneuf. Afin de prévenir les situations d'urgence, des ententes ont été conclues avec des entreprises d'entreposage qui permettent d'offrir des solutions temporaires aux ménages qui pourraient se retrouver sans domicile. L'OMHGP invite aussi les municipalités du territoire à faire des ententes de collaboration afin d'assurer une réponse rapide et coordonnée aux besoins des citoyens qui pourraient se retrouver sans logement. Au retour de la pause, on parle du Festival de l'inclusion sociale de Saint-Marc-des-Carrières. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf, pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Ce week-end, ce sera le Festival du Calcaire à Saint-Marc-des-Carrières. Je vous invite d'ailleurs à visionner l'entrevue réalisée la semaine dernière avec les organisateurs. En collaboration au Festival du Calcaire, la PHP de Portneuf tiendra le Festival de l'inclusion. J'en ai parlé aujourd'hui avec Maggie Perron, directrice générale. Voici l'entrevue.
Nous sommes présentement avec Meggy Perron, directrice générale de l'Association des personnes handicapées de Portneuf, mieux connue sous le nom APHP. Bonjour Meggy. Allô, enchantée. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci d'être des nôtres. On se connaît déjà. Donc, pour l'entrevue, nous allons nous tutoyer. Meggy, je t'ai invité en studio aujourd'hui pour parler, oui, de la PHP, mais aussi de ce que vous faites, le Festival de l'inclusion de Portneuf, qui va avoir lieu le 7 juin. Une collaboration en plus avec le Festival du calcaire de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, un événement qui est quand même avec de grandes ampleurs. Pouvez-tu nous parler de ça? Oui. En fait, oui, c'est un événement qui est audacieux, mais en fait, je pense que ça décrit là, beaucoup la nouvelle administration à la PHP. On est très dynamique, une équipe qui veut vraiment faire rayonner les personnes en situation de handicap dans la région de Portneuf. Donc, le Festival de l'inclusion, en fait, est en parallèle du Festival du calcaire, avec les loisirs de Saint-Marc-des-Carrières qui nous ont accueillis à bras ouverts, vraiment. L'idée était de promouvoir, en fait, une réelle inclusion parce que souvent, oui, il y a des belles initiatives qui se font, mais ça finit souvent qu'on se ramasse un peu entre nous, donc entre proches aidants d'enfants en situation de handicap, entre personnes en situation de handicap, je vais dire un peu isolés dans notre propre événement. Et c'est là que moi, je me dis, mais non, mais pourquoi qu'on ne fait pas un événement en parallèle? Donc, on a proposé ça au Centre récréatif Chantal Petitclerc. Moi, je suis native de Saint-Marc-des-Carrières, donc c'est sûr que j'ai tout de suite pensé au centre qui est en fait qui est bien aussi, qui est déjà adapté pour l'accessibilité, qui est une de nos valeurs et de notre mission à la PHP. Puis, Saint-Marc-des-Carrières ont aussi un beau parc adapté déjà. Fait que c'est déjà une municipalité qu'on voit s'afficher là, déjà très inclusive dans notre région. Fait que on a pensé célébrer ça à cet endroit-là. Et justement, l'alliance avec, en fait, la collaboration avec le Festival du calcaire, c'est d'aller chercher le grand public également pour peut-être faire connaître les enjeux. J'aimerais qu'on parle de la programmation du Festival de l'inclusion. Ça commence à 10h, le 7 juin. Oui. Qu'est-ce qui attend les gens qui seront là? En fait, ça sera une très grande familiale festive. Dans le fond, nous, on est au travers du Festival du calcaire. Le Festival du calcaire est au travers de nous. Oui. On a la fête du voisinage aussi qui se fait dans la municipalité. Alors, nous, on a une programmation, je veux dire, personnalisée, mais encore là, les gens sont libres de pouvoir y participer ou non, parce qu'en fait, l'inclusion ne veut pas dire que nous, on va être d'un bord et le Festival du calcaire de l'autre. On a plusieurs organismes partenaires qui ont accepté de se joindre à nous. Ça fait des années qu'on réalise cet événement-là d'une manière différente. Mais là, cette fois-ci, on aura là, des organismes comme Adaptavie. Je vais être sûre de nommer tout le monde. Dans le fond, là, on a Adaptavie. On a Laura Les Merveilles aussi, secteur Portneuf, qui viennent avec leurs membres. Donc, tout le monde s'est mobilisé pour pouvoir apporter, promouvoir l'événement. On a la Fondation Gravir, on a Servio. Pour les personnes qui ont eu un traumatisme crânien. On a plusieurs personnes dans la région de Portneuf qui ont des traumatismes crâniens, qui sont desservies par cet organisme-là qui est régional, donc vers Québec, mais on a quand même là, certaines personnes qui ont ces enjeux-là. Et même dans l'ouest aussi de Portneuf, qui est souvent un secteur qui est un petit peu plus isolé là, des services. On a la table de concertation des aînés de Portneuf. On a Trax Mobility qui vont être là avec évidemment leur fauteuil tout-terrain et accessible et adapté à notre réalité dans Portneuf, parce que si on veut pouvoir être actif quand on a une situation de handicap ou de mobilité réduite, bien, il nous faut un fauteuil adapté aussi, parce que c'est pas tous les fauteuils qui passent partout. On a Viviane Bauche avec son livre Vol Petite Chenille qui va être là, qui va nous faire une lecture en compagnie, dans le fond, là, des réalisateurs, des illustrations aussi, qui sont 4 jeunes en situation de polyhandicap de Saint-Marc-des-Carrières, justement. Ça, c'est à 11h. Exactement. C'est sûr qu'on reste flexible. Hein? On est en adaptation, on est avec des jeunes qui parfois ont des besoins soudains pour, peu importe. Donc, on va s'adapter, on reste flexible, mais on va vous tenir au courant tout au long de l'événement. On va annoncer, dans le fond, aussi qu'est-ce qui va s'enchaîner après l'événement. On a Mme Chantal Petitclerc qui sera là aussi, qui va pouvoir, dans le fond, c'est notre ambassadrice de l'événement qui a accepté de venir souligner l'inclusion sociale, puis de prendre la parole. Vous pouvez aller voir là, sur notre Facebook. Elle invite les gens à venir la saluer. Elle est native de Saint-Marc-des-Carrières.
C'est une madame très inspirante, on va se le dire. Elle est sénatrice actuellement et elle promouvoit justement le bien-être et l'inclusion sociale au Canada aussi. Donc, j'ai oublié Adaptavie, je l'en ai parlé. On a la CEP aussi qui se joint à nous. On a Autisme Québec. Donc, finalement, c'est un événement où est-ce qu'il y aura une partie des kiosques, où est-ce que les parents, les personnes en situation de handicap vont pouvoir venir prendre de l'information selon leurs besoins. On a la Fondation des sports adaptés qui vont être là aussi pour parler des possibilités sportives, parce qu'en fait, c'est pas juste des soins qu'on a besoin de se réaliser, on a besoin d'être actif, on a besoin de faire des activités normalisantes aussi. Donc, on a fait venir aussi ARLPH qui travaille énormément dans l'accessibilité à des équipements un peu partout, souvent, parfois méconnus, mais on a des endroits, présentement, des lieux où est-ce qu'on retrouve des équipements adaptés. Donc, pas besoin d'avoir notre propre équipement. Par exemple, au Centre d'Anstro, on a accès à certains équipements. Alors, c'est toute la connaissance de tous les organismes, des services possibles, bref, des possibilités qui s'offrent aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. On a William Alain qui va être là aussi. Comme ambassadeur. Notre ambassadeur aussi, je vous dirais, de notre 35e, parce qu'on célèbre aussi notre 35e par le FEMAM cette année, qui va être là avec sûrement quelques articles de chasse adaptés, parce qu'on sait qu'il fait de la chasse adaptée. Très beau modèle de résilience, comment on s'adapte pour continuer nos passions. On a aussi des bénévoles qui vont être là pour nous présenter un peu ce qu'on fait à la PHP dans notre projet de participation citoyenne. Donc, ça sera vraiment un amalgame de plusieurs services, possibilités. Il y a des tirages, beaucoup de tirages de participation. Vous allez en profiter également là, pour souligner l'implication de vos bénévoles. Assurément. En fait, c'est un peu ça qu'on a décidé de faire parce que c'est un sentiment partagé, je vous dirais, cette année qu'on souligne cet événement-là, dans le sens qu'on, nous, c'est le Festival de l'inclusion et on a décidé de promouvoir notre 35e, de souligner les victoires qu'on a réussi à gagner cette année, les années antérieures, parce qu'on a un volet de défense de droits aussi. Par contre, cette année, c'est une situation différente. Il y a beaucoup d'organismes qui ont décidé de ne pas souligner la SQPH, donc la Semaine québécoise des personnes handicapées, en raison de plusieurs coupures existantes et annoncées là, prochainement pour les personnes en situation de handicap. Donc, on est entièrement solidaire avec ces décisions-là. Dans notre situation à nous, on a décidé de promouvoir l'implication bénévole, l'implication de nos membres. Donc, on est vraiment plus dans la célébration du 35e, la célébration du Festival de l'inclusion. La célébration de ce qui se passe sur le terrain réellement. Là. Exactement. Mais on a un sentiment quand même partagé parce que c'est pas tous les organismes, et même moi, je vais parler pour moi, on n'a pas nécessairement le cœur à célébrer quand on voit tous les enjeux et les défis qui sont annoncés pour les mois, les années à venir. C'est jamais vraiment acquis, finalement, l'inclusion. Et j'aimerais justement qu'on en parle parce que des événements comme le Festival d'inclusion, c'est justement peut-être amener une prise de conscience de, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus dans la région de Portneuf pour que tout le monde se sente, en fait, portneuvois et tout le monde se sente inclus ici dans notre région. Là. Assurément. L'objectif est aussi d'interpeller les gens parce que comment on peut reprocher à une communauté, à des citoyens, des acteurs régionaux de ne pas nous considérer les personnes en situation de handicap? Parce que là, aujourd'hui, c'est moi qui est ici, mais je suis la voix de mes membres. On est la voix de les personnes qui ont peut-être moins de facilité à pouvoir exprimer leurs besoins. Parce qu'ils sont épuisés quand on parle des parents proches aidants de la région de Portneuf, quand on parle des personnes non-verbales, tout simplement. Donc, on a plusieurs personnes qui sont autistes, mais sont quand même capables et en mesure d'avoir des goûts, des intérêts. Donc, on est là pour les représenter. Mais oui, c'est des enjeux qui sont récurrents. C'est des enjeux qui doivent être pris et tenus par la PHP, dans le sens qu'il faut qu'on en parle. Parce que c'est normal que les gens qui ne vivent pas en situation de handicap ne savent pas qu'à 21 ans, les parents devront arrêter de travailler parce que leur enfant n'aura pas d'endroit pour aller s'accomplir. Les gens ne savent pas que si jamais notre enfant veut aller en appartement, supervisé idéalement, il doit quitter la région de Portneuf. Parce qu'il n'y en a pas, là. On a des alternatives, mais si on parle d'un appartement, c'est très difficile. Puis vous comprendrez que
c'est saturé aussi. Donc, Ouais. quand on a la chance de pouvoir y aller, on a la Maison des aînés et alternatives qui viennent d'ouvrir. On a à cette maison-là 12 personnes en situation de handicap. Quelques-uns étaient déjà nos membres, mais c'est déjà complet, vous comprenez? Ouais. Alors, après ça, nos personnes en situation de handicap sont aussi des itinérants. Ils sont aussi des personnes âgées. Ils sont des personnes âgées à devenir. Ils peuvent être des étudiants. Ils sont des citoyens qui ont le goût de s'engager peut-être politiquement, mais qui n'ont pas nécessairement accès. Alors, c'est un petit peu tout ça qu'on essaie de promouvoir, de sensibiliser la communauté, parce qu'il y a une réelle ouverture dans Portneuf, on la sent. Les gens ne savent juste pas comment s'y prendre, et ça, c'est notre rôle à la PHP de dire « Eh bien, appelez-nous, on va regarder comment on peut réaliser votre initiative », parce que voir quelqu'un en situation de handicap travailler, moi, je me sens comblée quand je vois ça. Je me dis « Ah, il y a quelqu'un qui a fait la place à cette personne-là, parce que cette personne-là, avec l'accompagnement, oui, elle peut réaliser de belles grandes choses, puis elle peut vraiment s'accomplir et contribuer à notre société. » Alors, Miguel, l'invitation est lancée à l'École secondaire de Saint-Marc. Oui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir pensé aux personnes en situation de handicap Merci. et d'avoir promu notre Festival de l'inclusion. Merci à vous. Merci. Le livre Punk Rouge de Christine Brochu sera lancé cette fin de semaine au studio collectif de Deschambault-Gondine. Elle était de passage lundi avec nous. Voici ce qu'elle avait à dire. Punk Rouge, le nouveau roman, le 3e de Christine Brochu, sera lancé dimanche le 8 juin prochain. Elle est avec nous pour en parler. Bonjour Christine. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, toi? Oui, c'est votre 3e roman, mais c'est la première fois qu'on se parle. Oui. Donc, on va peut-être avoir pendant l'entrevue l'occasion d'en apprendre un peu plus sur vous. Mais j'aimerais, dans un premier temps, qu'on parle de votre livre Punk Rouge. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, Punk Rouge, c'est je revisite la détective privée de mon premier roman qui s'appelle Vicky Durocher, qui habite Québec dans mon premier roman qui s'appelle M pour métal. Mais dans le deuxième, elle est confinée à Portneuf dans une maison elle est sous Elle est confinée à Portneuf dans une maison parce qu'elle a vu des choses qu'elle ne devait pas voir. Donc, on l'a confinée dans une maison pour être sûr qu'elle est en sécurité. Et puis, ma détective, elle a le don de se mettre les pieds dans les plats. Donc, elle sort de la maison sans qu'elle ait le droit, puis elle tombe sur un meurtre, comme par hasard, parce qu'elle est vraiment, vraiment malchanceuse. Et puis, c'est le début de mon roman. Puis, je lui fais faire une enquête de détective dans la MRC. Ici, elle se promène là, de ville en ville pour chercher des indices, pour résoudre une nouvelle énigme qui lui est tombée dessus par hasard. C'est d'ailleurs quelque chose qui était important pour vous de se promener dans la région de Portneuf, parce que vous m'avez dit avant qu'on commence l'entrevue, dans vos autres romans, bon, vos personnages se promenaient peut-être à Québec, à Montréal. Là, on visite vraiment des endroits que les Portneuvois connaissent et fréquentent à tous les jours. Effectivement, Vicky se promène vraiment dans les villes locales de la MRC, Neuville, Donnacona, Pont-Rouge, pour en citer quelques-unes. Puis le début du roman a commencé au moment du confinement de la COVID. Fait que moi-même, j'étais confinée chez nous, puis j'avais le goût d'écrire quelque chose de léger. J'avais aussi du temps pour écrire. Fait que je me suis vraiment beaucoup amusée. Il y a beaucoup d'humour et de légèreté dans mon roman. Puis je l'ai fait visiter la région. Ça venait un peu comme ça, puis ça finit que c'est un roman qui met en valeur la belle région de Portneuf. Moi, je ne suis pas native d'ici, mais c'est vraiment ma région d'adoption que j'aime vraiment beaucoup. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir lui rendre hommage là, dans ce 3e livre-là. Et dans votre style d'écriture, selon le communiqué de presse qui a été distribué, on voit, il y a du suspense, mais également humour. Donc, vous faites un doux mélange entre ces deux éléments-là. Comment vous y arrivez? En fait, mon premier roman puis mon deuxième roman, c'est sensiblement les mêmes personnages. Je me suis vraiment organisée aussi pour que les gens qui n'ont pas lu mon premier ne soient pas perdus. Donc, c'est possible de lire celui-là en premier. Je fais une présentation des personnages et tout ça. Puis je me suis beaucoup inspirée. Je voulais écrire. Moi, c'est sûr, je voulais écrire à un moment donné. Puis quand je me suis vraiment posée pour me dire, là, j'y vais, je suis tombée sur une auteure américaine qui s'appelle Janet Evanovich. Puis elle, j'invite les gens à la découvrir. C'est la première fois que je lisais un roman puis que je riais. Donc, elle a un style très humoristique. Puis ça m'a donné le goût d'essayer de m'inspirer d'elle pour mon premier roman, M pour métal.
Puis celui-là aussi, c'est dans la même lignée d'aventure, de suspense, mais aussi beaucoup d'humour. Fait que c'est quelque chose qui est très léger. C'est une lecture d'été qui va faire qu'on va passer vite. Puis mon deuxième roman, lui, c'est plutôt quelque chose peut-être de plus sérieux, de plus suspense. Puis mon quatrième qui s'en vient, c'est un autre plus sérieux, plus suspense. Fait que j'ai l'impression que j'ai plus une alternance entre les thèmes, là, tu sais, plus humour, plus léger, plus sérieux, plus humour, plus léger. Puis je pense peut-être que c'est pour moi, justement, pour pas être toujours dans du sérieux, puis de me faire plaisir. Je me suis beaucoup fait plaisir, puis je me suis vraiment amusée en écrivant ce roman-là. Et là, j'ai une question, parce que Punk Rouge, évidemment, ça peut faire penser au Red Bridge Fest, qui d'ailleurs sera, au moment de la diffusion de cette entrevue, en fin de semaine. Est-ce que c'est lié d'avoir choisi ce nom-là, d'avoir utilisé, en fait, ce contexte-là pour l'écriture de votre roman? Effectivement, c'est comme une série de différentes choses qui sont mises ensemble. Moi, j'ai un ami qui écoute du punk, qui me parlait de groupes de punk, puis le Red Bridge Fest. Quand j'ai commencé l'écriture, je crois que c'était la première édition, puis je m'étais dit, Red Bridge Fest, je trouve ça difficile à prononcer pour un Québécois. Puis je me suis dit, pourquoi ils n'ont pas appelé ça Punk Rouge? Je me disais, c'était simple, Pont Rouge, Punk Rouge. Mais j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit, je vais le garder pour moi, ce nom-là. Puis grâce à ça, je peux l'utiliser pour mon roman. Punk Rouge, parce qu'il y a un groupe de punk dans mon roman qui fait partie des personnages. Alors, j'aimerais aussi parler de vous, Christine Brochu, parce que votre premier roman, vous l'avez dit, M pour métal, est sorti en 2018. Ouais. Vous avez, à ce moment-là, décidé de commencer l'écriture. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? Moi, je m'étais tout le temps dit que j'allais écrire un jour. Quand j'étais jeune, j'aimais vraiment beaucoup écrire à l'école, dans les cours de français. Il y avait souvent de mes textes qui étaient pris ou lus en classe, puis il y avait des concours qu'on a tous passés quand on était jeunes, mais souvent mes textes, des fois, ils étaient choisis. Fait que je me suis dit, je dois avoir un petit talent. Puis je m'étais dit, un jour, je vais écrire des livres. Puis je pense que j'avais besoin de voyager, puis de me promener un petit peu, d'aller chercher des expériences. Puis m'en aller vers le début trentaine, je me suis dit, OK, là, j'y vais vraiment, je me lance. Puis c'est à ce moment-là aussi que je suis tombée sur l'auteure Jeannette Evanovitch. Ouais. Puis elle m'a vraiment donné, avec son style, en m'inspirant de son style, le petit coup de pouce pour vraiment amener un premier projet à terme là, qui est M pour métal. Puis Punk Rouge, M pour métal, c'est deux livres aussi qui rallient une autre de mes passions, qui est la musique. Moi, j'aime vraiment beaucoup la musique. Puis j'ai comme instauré ça là, dans ces deux livres-là. Le premier parle d'un band métal qui est très humoristique. Le deuxième, c'est un groupe de punk. Donc, je suis contente d'avoir pu insérer ça là, dans mon écriture. Garde la même ligne directrice. Exact. J'aimerais qu'on réinvite les gens. C'est votre lancement dimanche 8 juin entre 11h et 13h au studio collectif de Deschambault, situé au 243 chemin du Roi. Donc, ça s'adresse à tout le monde qui sont intéressés. Oui, effectivement, tout le monde est invité, que vous me connaissiez ou pas. C'est sûr qu'on invite des gens qui ça l'intéresse, la lecture. Je vais avoir des livres sur place, un petit goûter Mimosa Café. Mais tu sais, c'est ouvert à toute la famille. Là. Vous pouvez venir passer un bon moment avec nous. Découvrir le studio collectif aussi, qui est un super de bel endroit, qui est tout nouveau également. Fait que invitation vraiment à tous. Et en terminant, j'aimerais savoir comment on peut vous suivre, parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a un quatrième qui est en route, donc les gens qui vous découvrent, comment peuvent-ils justement être au fait des dernières nouvelles concernant Christine Brochu? Bien, moi, j'ai un site web qui s'appelle christinebrochu.com, donc c'est assez facile à retenir quand on connaît mon nom. Puis je suis sur les réseaux sociaux. Puis, généralement, les lancements et tout ça, j'annonce ça sur les réseaux sociaux, effectivement. Mais pour suivre sur mon site web, je le dis, j'invite les gens déjà, je mets souvent d'avance peut-être le thème ou l'histoire qui s'en vient pour le prochain roman, fait que ça peut donner une idée là, de ce qui s'en vient dans le futur. Alors, l'invitation est lancée pour le 8 juin. On rappelle à Deschambault, au studio collectif de 243 chemin du Roi. Christine Brochu, merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci.
La semaine dernière, votre télévision locale organisait un lancement de film traitant sur les télévisions communautaires. Ce film, réalisé en partie par des membres de l'équipe de CJSR des dernières années, dresse le portrait des télévisions communautaires de la majorité du territoire québécois. Arthur Bordelot a réalisé un reportage. Au moment où j'étais directeur général de CJSR, j'ai eu l'idée d'aller à la rencontre de toutes les télés communautaires qui sont associées à Cogeco. Il y en a 19. Puis j'ai filmé avec Charles Laviolette, qui était journaliste à CJSR à l'époque. Il y a tout ça 2 ans, on a décidé d'aller à la rencontre de toutes les télés en Gaspésie, dans le bas du fleuve, sur la Côte-Nord, dans le coin de Montréal. Puis on a filmé une série de 19 épisodes d'une demi-heure. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enjeux par rapport à l'avenir des télés communautaires. On a décidé de faire un film de 53 minutes qui allait regrouper la plupart des moments dans les entrevues qui parlent de la problématique de maintenir en vie les télés communautaires. Il fallait quand même représenter les 19 télés, donc on ne pouvait pas mettre seulement 5 personnes qui parlent. Fait que, en mettant un peu de tous, ça a fait un montage qui demandait beaucoup plus de professionnalisme, là, qui nécessitait plus d'expérience. Donc Vincent a réussi quand même à créer une espèce de fluidité. À travers diverses entrevues, le documentaire permet aux spectateurs de découvrir les différents défis auxquels les télés communautaires doivent tous faire face. 2 enjeux principaux ont été mis à l'avant. L'enjeu principal, il touche tout le monde, il touche TVA, Radio-Can, c'est la disparition du câble. La télé traditionnelle voit disparaître très rapidement, c'est les plateformes qui vont prendre le relais. C'est un gros défi. Il faut que les gens écoutent les stations sur YouTube, sur Facebook, Live, sur d'autres plateformes qui vont probablement être inventées. Il y en a qui ont fait face à la fermeture de leur télé avec un câbleau distributeur, qui ont dû se pencher avec un autre. Donc, ils ont dû assurer leur mode de survie avec Internet. Puis l'autre enjeu, c'est le financement. Et j'espère que le film va sensibiliser les instances gouvernementales, le CRTC en l'occurrence, à se rendre compte de la nécessité de poursuivre le financement pour que les télés survivent. Documentariste, l'idée, quand tu fais un film, c'est que ça peut servir, de défendre les enjeux, puis de proposer des pistes de solutions là, pour que ces gens-là se fassent entendre, reconnaître, tant par leur public que par les gens qui leur donnent l'argent. La première du film a été une belle opportunité de rencontre pour les télécommunautaires qui étaient présentes. Bien, tantôt, les autres sont venus visiter le studio de CJSR, puis je trouvais ça drôle parce que, les autres, ils ont telle sorte de caméra, les autres, ils ont des lampes japonaises pour diffuser l'éclairage. Puis ça se faisait toujours dans le respect, il n'y avait pas de jalousie ou de compétition. C'est ça, les télécommunautaires, tu sais. On est là pour s'entraider, puis ils tripaient à voir que lui filme avec un téléphone tantôt, puis l'autre filme avec une grosse caméra, puis l'autre un appareil photo. Fait qu'on apprend à travers, tu sais, ce qu'on a. C'est ça qui est beau. Puis tout le monde partage les mêmes réalités. Il n'y a pas de compétition à travers les stations. C'est ça qui est le fun. Entre TVA, Radio-Can, il y en a de la compétition. La moitié des directeurs puis des caméramans de monteurs des 20 télés qui ont été filmés étaient présents. Du monde de Baie-Saint-Paul, de Vaudreuil, de Saint-Gabriel, de Berthierville, puis de Saint-Raymond qui se sont déplacés. Puis c'était festif, c'était émouvant. Les gens sont contents parce qu'ils s'approprient leur film. C'est une œuvre collective. Tout le monde fait partie du film. Tout le monde a participé à la réalisation du film. C'est pas juste le mien. Moi, j'ai été là pour capter les moments. Vincent a monté les images, mais c'est un travail d'équipe pour faire un film. T'sais. Le film est une œuvre collective. Plusieurs télécommunautaires auront donc la possibilité de le diffuser sur leur chaîne. Que nous réserve la météo pour les prochains jours? Voici le bulletin météo selon les données d'Environnement Canada. C'est donc ce qui complète le bulletin. Merci à Philippe Papillon pour son aide à la technique, également à Aubert Tremblay et Arthur Bordelot pour leur aide au niveau de nos reportages. Mon nom est Danick Julien et je vous souhaite de passer un bon week-end.